Merci. Я вам все-таки представлю госпожу Стефани Валь, которая является деканом университетского колледжа в Sciences Po, знаменитейшей школы, о которой вы много слышали. И сегодня она вам прочтет лекцию, название которой вы уже знаете. Но не 5 книг у нас за время пути, книги с Макмиллом уменьшились, а 3 книгах, которые спорят во Франции. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie votre professeur et vos professeurs d'avoir organisé cette conférence. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que j'ai besoin de parler plus fort? Un peu plus fort. Donc je vais essayer de parler plus fort. D'accord. Alors j'ai envie de vous dire d'abord un mot en russe. J'ai envie de vous dire Dobry dien ou Здравствуйте. Quand j'étais petite, j'ai appris le russe à l'école en France et après j'ai appris le chinois. Et donc j'ai oublié le russe. Mais un jour, je me fais la promesse de revenir apprendre le russe. Donc je suis très très honorée d'être avec vous aujourd'hui. Donc comme vous l'a dit votre professeur, je suis doyenne du collège universitaire à Sciences Po. C'est-à-dire que je m'occupe des élèves qui sont en licence, en bachelor. Je suis aussi professeur et chercheur à Sciences Po et je suis une spécialiste de la Chine. D'accord ? Donc je vais faire aujourd'hui une petite conférence toute simple, mais peut-être importante, j'espère, pour vous, qui en fait est une conférence qui voudrait parler de la France, des difficultés que la France a, parce que c'est une société qui est à la fois... c'est une société démocratique très vivante, une société très divisée aussi, c'est une société, mais c'est une société qui est vivante et qui a une littérature très vivante. Et les livres en France comptent toujours beaucoup, comme en Russie. Je sais que la littérature russe compte beaucoup, que le monde des idées compte beaucoup. Et donc quand mon collègue Pascal Cauchy, qui est ici et qui est à l'origine avec vos collègues, avec vos professeurs de la conférence, m'a demandé qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux élèves. Je leur ai dit je ne vais pas faire une conférence sur la Chine, ça n'a pas de sens. En plus, je fais une conférence face à des élèves qui parlent le français. Donc je voudrais vous parler de quelques livres qui comptent beaucoup en France, qui ont beaucoup compté en France l'an dernier et cette année, et qui peut-être vont être traduits en russe, je ne sais pas, mais qui du coup donnent qui apprennent beaucoup de choses sur la France. Alors j'ai des notes que je vais lire. Je peux m'asseoir? Oui. Je vais retrouver mes notes et je vais vous expliquer ce que j'ai prévu de vous dire. Alors, l'objectif... Est-ce que je parle trop vite ou pas assez vite? Ou ça va? Ça va? Parce que vous savez, les Français sont réputés pour parler très très vite. Donc si je reste avec le rythme français, je pense que ça va être un peu terrible. Donc je vais essayer de parler à un rythme raisonnable. D'accord? Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de l'évolution de la société française, des débats qui animent cette société à travers des ouvrages qui sont des ouvrages littéraires. Donc ce sont des ouvrages qui font œuvre de littérature, d'accord, mais qui portent aussi un regard, qui portent un message, qui soit un message politique ou philosophique, et donc qui nous font réfléchir sur notre société et qui questionnent en fait notre humanité, que l'on soit d'accord avec ces livres ou qu'on soit totalement en désaccord avec ces livres. Alors, il y avait de très très nombreux livres que je pouvais choisir, mais j'ai choisi en fait 3 livres, 2 qui sont des très grands succès de librairie en France. Et quand on dit un succès de librairie, c'est que ce sont des livres qui ont été vendus à 400 000, 500 000 exemplaires. Ce sont des livres que vous voyez, dont vous voyez que les gens les lisent dans le métro à Paris. Vous voyez que quand vous allez dîner le soir avec vos amis, on vous demande si vous avez lu ce livre et qu'est-ce que vous pensez du livre. Ce sont des livres dont vous entendez des comptes rendus à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ce sont des livres qui animent vraiment le débat politique, d'accord? Donc il y a 2 livres comme ça. Et un autre livre qui est un peu plus confidentiel, mais qui est très important et qui est en train de devenir un grand succès de librairie. Alors le premier livre, c'est le livre de Michel Houellebecq, qui s'appelle Sérotonine. Je vais vous expliquer ce que veut dire le mot sérotonine, qui est un livre qui a été publié chez Flammarion en janvier 2019 et qui est un livre très important. Alors le mot, ça c'est le premier livre. Le deuxième livre, c'est le livre de Philippe Lançon. Alors il se trouve que
je l'ai lu 2 fois, le livre de Philippe Lançon, et que je viens de le terminer. Donc ça, c'est le livre de Philippe Lançon qui s'appelle Le Lambeau. Je vais vous expliquer ce que c'est en 2 mots. Et qui est un livre qui a été publié par les éditions Gallimard et qui a obtenu un prix très important, un prix littéraire, qui s'appelle le prix Femina. Alors le prix Femina, il a une particularité, c'est un prix qui date de 1904 et qui est attribué uniquement par des femmes, dont le mot Femina. En plus, il est attribué dans un hôtel très important qui est l'hôtel de Crillon à Paris, donc il y a une très grande tradition autour de ce prix. Et il récompense une œuvre française, qu'elle soit en vers ou en prose. Et cette année, le prix Femina, donc c'est ce prix-là, le prix Femina, a été obtenu par Philippe Lançon en 2019. Je vais vous expliquer à chaque fois de quoi il s'agit. Et le 3e livre, c'est le livre d'une femme. Il fallait quand même qu'il y ait une femme. Cette femme s'appelle Delphine Horviller. Ça s'écrit avec un H, H-O-R-V-I-2-L-E-U-R. Et c'est un livre de réflexion qui s'appelle « Réflexion au pluriel sur la question antisémite ». Et c'est un livre qui a été publié chez Grasset en 2019. Et Delphine Horviller, l'auteur du 3e livre, est une femme très intéressante car c'est une femme rabbin. Vous comprenez ce qu'est un rabbin? Voilà, une femme rabbin et une femme rabbin du mouvement libéral juif de France. Donc je vais revenir petit à petit sur chacun de ces livres pour vous expliquer pourquoi ils sont importants. Le premier, c'est le livre de Michel Houellebecq qui s'appelle donc Sérotonine. Alors sérotonine, c'est un mot scientifique. C'est en fait ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Donc neuro de neurologie, de neuro comme le cerveau. Un neurotransmetteur qui permet d'évaluer dans le système nerveux central d'une personne ce qui règle son humeur. Alors en fait, ce neurotransmetteur ne représente qu'1% du total présent dans notre corps, mais c'est celui qui joue un rôle parce qu'il équilibre notre humeur, et c'est ce qui permet soit de se sentir heureux, soit de se sentir totalement dépressif, voire suicidaire. Et donc, des gens qui ont le niveau de sérotonine qui n'est pas équilibré, soit sont très heureux, mais en général, ils sont plutôt très dépressifs. Et Michel Houellebecq, si vous connaissez Michel Houellebecq, il est plutôt du côté très dépressif. Voilà. Et c'est très important. Et alors donc, son livre, si vous voulez, qui est un succès de librairie, comme tous les livres de Michel Houellebecq depuis à peu près 15 ans, il est très intéressant parce que Michel Houellebecq, on l'appelle en fait un écrivain lanceur d'alerte. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire un lanceur d'alerte? Un lanceur d'alerte, c'est un mot récent qui vient de l'anglais, qui qualifie les personnes qui dénoncent dans une société un phénomène très important. D'accord? Par exemple, des phénomènes de corruption. Et vous allez avoir soit des spécialistes des médias, des nouvelles technologies qui vont lancer une alerte sur les réseaux sociaux en disant il y a un grand problème de corruption, etc. Un écrivain lanceur d'alerte, c'est un écrivain qui écrit des romans, qui ne fait pas œuvre de sociologie, mais qui se sert de la littérature pour parler de la société. Et qui fait de la littérature une forme de sociologie pour évoquer des problèmes sociaux. Et alors, Michel Houellebecq, ce qui est très étonnant avec lui, c'est que son premier livre, qui a eu du succès, il l'a publié en 2001. Il s'appelle Plateforme, son livre, et il paraît le 3 septembre 2001, quelques jours avant les attentats du 11 septembre. Et le livre Plateforme parle beaucoup de la globalisation, du choc des civilisations et du choc des cultures. Et c'est le premier livre dont on se dit, tiens, Michel Houellebecq a l'intuition de ce qui va se passer dans la société, et ça continue. En janvier 2015, il publie un autre livre qui s'appelle Soumission, qui a eu énormément de succès, et qui se moque qui, de façon très ironique, anticipe l'arrivée d'un parti islamiste qui prendrait le pouvoir en France. Et ça se passe en janvier. C'est toujours très controversé, Michel Houellebecq. Toujours très controversé. Et ça se passe en janvier 2015.
Et son livre sort le 7 janvier, et le même jour, le 7 janvier 2015, a lieu l'attentat de Charlie Hebdo, l'attentat dans les locaux du journal Charlie Hebdo. Et le 7 janvier 2015, lorsque le livre de Michel Houellebecq paraît, ce monsieur, Philippe Lançon, est victime de l'attentat de Charlie Hebdo. Et Philippe Lançon est à Charlie Hebdo, est en train de parler de Michel Houellebecq avec ses collègues, lorsque les terroristes arrivent et tirent en fait, et font 11 victimes, dont 8 collègues de Philippe Lançon. Donc il y a en fait un lien entre le livre de Michel Houellebecq dont je voudrais parler et le livre de Philippe Lançon. Et enfin, Sérotonine paraît cette année, en 2019, c'est son 7e roman. C'est un roman qui parle de la naissance d'un mouvement d'opposition dans les villes en France, dans les petites villes et dans les campagnes françaises. Et qu'est-ce qui se passe à partir de cela? Les fameux gilets jaunes. Je vois que madame, vous êtes habillée en gilet jaune. Vous pourriez être un gilet jaune français. Les fameux gilets jaunes. Et donc, en fait, pour encore une fois, Houellebecq est considéré comme un écrivain qui est lanceur d'alerte, puisqu'il publie un livre qui va parler très, très fidèlement d'un phénomène qui est en train de bouleverser la société française, qui est un phénomène d'opposition qui s'appelle les Gilets jaunes. D'accord ? Alors, je vous dis quelques mots sur le livre Sérotonine, et après je parlerai de Philippe Lançon, et ensuite je finirai avec le livre de Madame Horviller. Et en conclusion, je vous dirai en quoi ces 3 livres sont importants, et enfin je serai ravie de répondre à vos questions. Donc le livre de Philippe Houellebecq, Sérotonine, il décrit une France qui est une France rurale. La France était un vieux pays rural. La Russie est encore un pays rural. La France est de tradition un pays rural, mais évidemment, il y a très peu de gens qui maintenant vivent, en tout cas travaillent dans le monde rural, mais il y a beaucoup de gens qui vivent dans le monde rural et qui sont oubliés, qui se sentent oubliés de la globalisation, oubliés des hommes politiques français, oubliés de l'histoire de la Ve République. Et donc, dans le livre de Michel Houellebecq, il parle de la France rurale qu'il appelle pré-révolutionnaire, en disant cette France rurale, elle va de nouveau faire la révolution comme en 1789 et dénoncer ce qui manque à la société française. Il dit cette société rurale, elle est impuissante, elle est à bout de souffle, elle est écartée de la mondialisation, elle est assommée par la mondialisation, et ce qui lui arrive est, et j'emploie un mot que je ne sais pas si vous le connaissez, ce qui lui arrive est inéluctable. Vous comprenez le mot inéluctable? Peut-être le traduire, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est sans espoir, l'histoire est déjà écrite, il est possible que la société rurale française soit obligée d'être victime de la mondialisation. Et en fait, il raconte cette histoire à travers un personnage, un homme, qui est un ingénieur agronome, d'accord, et qui est complètement impuissant, et donc il a renoncé à tout. D'abord, il est embauché par une société américaine qui s'appelle Monsanto. Et Monsanto, c'est l'incarnation d'une société américaine qui détruit l'environnement. Et il a renoncé à tout idéal écologique. Et en fait, Michel Houellebecq est un homme proche de la nature. Il est plus proche de la nature et des animaux que des êtres humains, et il le dit clairement dans ses livres. Et donc, il montre à quel point ce personnage principal a renoncé à tout idéal, et qu'il a même renoncé de défendre l'agriculture française et à sauver les producteurs français. Donc en fait, le livre de Michel Houellebecq est un livre extrêmement cynique, extrêmement satirique, qui montre l'impuissance de la France face à la mondialisation en décrivant une France rurale déclassée, mais qui peut-être va, si elle trouve l'énergie, prendre l'assaut révolutionnaire des grandes villes et du pouvoir politique, et décrit-il, peut-être un jour cette révolution aura lieu, et si elle a lieu, eh bien elle sera très violente. Et alors, voilà c'est à ce moment-là qu'il faut parler des Gilets jaunes. Parce que si vous essayez de regarder l'actualité française,
avec ce qui caractérise la vie française aujourd'hui, à savoir tous les samedis, nous avons l'arrivée des gilets jaunes dans les campagnes, dans les grandes villes françaises et en particulier à Paris sur les Champs-Élysées. La semaine dernière, samedi, nous avions le 21e épisode des gilets jaunes en France. Si vous lisez le livre de Houellebecq et si vous regardez l'actualité française, évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a quelque chose comme de l'anticipation, une littérature qui anticipe beaucoup sur les événements. Alors en réalité, il y a beaucoup d'autres livres qui parlent de, ce qu'on a appelé la guerre des pauvres, des gens qui sont pauvres, et un livre publié chez Actes Sud par un historien qui s'appelle Éric Vuillard, qui lui parle de façon beaucoup plus clinique, beaucoup plus académique de ce qui se passe. Mais là, vous avez, si vous voulez essayer de comprendre le lien entre littérature et Gilets jaunes, et un livre qui fait beaucoup parler de lui, évidemment le livre de Michel Houellebecq est très important. Mais Michel Houellebecq décrit la situation, est très pessimiste. En revanche, il ne donne aucune clé pour trouver des solutions. Alors, j'en viens maintenant au second livre, qui est le livre de Philippe Lançon, et vous comprendrez que Philippe Lançon, lui, qui est un critique littéraire, donc je vais vous dire 2 mots sur Philippe Lançon, parce qu'il me semble que c'est important que vous sachiez. Donc, Philippe Lançon, son nom s'écrit L-A-N-C-C-D-I-O-N, Philippe Lançon. Donc, Philippe Lançon est un journaliste. C'est un journaliste qui est un journaliste critique. Alors, Philippe Lançon, il travaille dans 2 journaux. Il travaille pour Libération et il travaillait comme critique littéraire à Charlie Hebdo. D'accord ? J'essaye de retrouver mon petit mot sur Monsieur Lançon. Voilà. Donc, voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, il a été donc victime de l'attentat qui s'est produit à Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Je vous ai dit, 11 personnes ont été tuées dans cet attentat dans le journal en tant que tel. Il faut que vous sachiez que Charlie Hebdo est un journal très symptomatique, très symbolique en France, symbolique de la liberté d'expression. Quand l'attentat a eu lieu en 2015, en fait, ce journal était connu de tous les Français, mais lu de très peu de Français. Parce qu'en réalité, Charlie Hebdo est un journal qui est extrêmement satirique, très radical, très fondamentalement, favorable à la liberté d'expression, mais qui peut choquer, et qui choque beaucoup, qui a beaucoup choqué. Mais comme on a atteint vraiment le cœur de ce qui est le symbole de la liberté d'expression, beaucoup de Français se sont mobilisés, et sur les réseaux sociaux, vous aviez ce signe qui était « Je suis Charlie Hebdo ». Je suis, moi, Français. Beaucoup de Français ont considéré qu'il fallait qu'ils utilisent Charlie Hebdo pour montrer qu'ils étaient favorables à la liberté d'expression. Alors, Philippe Lançon, il lui est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est qu'il était assis en conférence de rédaction à côté d'un personnage que beaucoup de Français adorent, ou adoraient, parce que malheureusement il a été assassiné pendant cette matinée terrible. C'était le Cabu, C-A-B-U. Cabu était un dessinateur que beaucoup de Français connaissaient. Et Philippe Lançon aimait beaucoup parler jazz avec Cabu. Et donc il lui a montré un livre de jazz en lui disant « Tu devrais regarder ce livre, c'est un livre de dessin sur un jazzman qu'on aime beaucoup. » Et ce livre n'a pas sauvé la vie à Cabu, mais il a sauvé la vie à Philippe Lançon, notamment parce que pendant la minute pendant laquelle en fait, il montrait ce livre à Cabu, il a entendu monter des coups de feu, ils ont compris progressivement ce qui se passait, et donc il a eu le réflexe de se coucher à terre. Il a donc été touché par des balles, mais il n'en a pas perdu la vie. Il a été touché au visage, et il a été touché à ses 2 bras, sur les deux bras. Il n'a pas compris tout de suite qu'il avait été touché par les balles, et ce qu'il raconte dans son livre, c'est que à 2 reprises, le terroriste s'est tourné, et quand il s'est tourné, il a eu le réflexe de fermer les yeux et de faire le mort. Et quand le terroriste est parti, puis lorsqu'ils sont tous partis, il s'agissait de 2 frères, les frères Kouachi,
quand ils sont partis, que les secours sont arrivés, c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'en fait, la moitié de son visage, eh bien, il l'a récupéré dans ses mains, car il avait été touché sur l'ensemble de la moitié de son visage. Et ce livre, qui s'appelle le lambeau, et c'est le mot qu'il faut que je vous décrive, le terme de lambeau est en fait un terme technique, médical, qui n'est pas exactement une greffe. Alors le mot greffe, vous allez avoir beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Le mot greffe est quand on greffe un membre, par exemple, en particulier un membre issu d'une autre personne, qu'on greffe sur sa propre personne pour faire revivre un membre que l'on a perdu. En fait, un lambeau, techniquement, c'est un morceau de peau, ou bien c'est un morceau d'organe de son propre corps, que l'on greffe sur son propre corps, de veine à veine. D'accord ? Et donc il a fallu pratiquer beaucoup de lambeaux, mais aussi lambeau en français, un lambeau de peau, un lambeau de vêtements, c'est ce qui reste, c'est ce qui reste de vie avant la mort et qui peut-être permet la régénération. Et donc Philippe Lançon arrive à décrire les 3 années pendant lesquelles il a dû subir, je crois que c'est plus de 15 interventions chirurgicales, à réapprendre à parler, réapprendre à écrire, réapprendre finalement les gestes d'un enfant alors qu'il était lui-même un très grand intellectuel. Et finalement, apprendre aussi à avoir un regard sur les terroristes qui ont tué ses amis, qui ont vraiment l'attentat, le véritable attentat, c'est non seulement la vie des journalistes, mais c'est un attentat contre la pensée, contre la liberté, contre l'humanité, contre ce qui fait que ce pourquoi on se bat tous les jours. Et ce livre, c'est l'anti-Michel Houellebecq. C'est-à-dire qu'il n'a pas de discours optimiste, mais il a un discours qui essaye de dire la littérature, le savoir, la connaissance, les idées sont des réponses qui sont aussi fortes et aussi puissantes que les balles d'un terroriste. Et il ne porte aucun regard, de haine sur ceux qui ont atteint à son intégrité et atteint à la vie de ses camarades. Mais par contre, il dit « je fais de mon histoire une histoire littéraire ». Et donc ce livre est un livre, et c'est extrêmement difficile, imaginez que que vous soyez hospitalisé et que vous deviez décrire ce qui vous arrive. On a tous été dans cette situation un jour ou un autre. Il faut beaucoup de talent littéraire pour rendre passionnant un discours qui est le discours de quelqu'un qui écrit depuis son lit d'hôpital, qui raconte sa vie avec son chirurgien, qui descend sous terre dans les catacombes, et les catacombes, c'est la chirurgie, c'est l'hôpital, c'est la souffrance, c'est l'hôpital Salpêtrière dans lequel il va rester beaucoup de temps. Et en fait, il va faire de sa chambre d'hôpital un lieu où il va réinventer un lieu d'humanité et un lieu de paix. Donc il y a beaucoup à apprendre dans le livre de Philippe Lançon. Il a fait quelques apparitions publiques il y a peu. Je voudrais vous citer quelques-uns de ses propos que j'ai notés au gré de ses interviews, qui me semblent très importantes. Par exemple, il dit « C'était fini de moi les plaisirs insouciants du Parisien ». Et c'est quoi le plaisir insouciant du Parisien? C'est des promenades à vélo, c'est les sorties au théâtre, c'est le dîner dans une brasserie, c'est l'amitié, c'est l'amour. Il dit « Je ne souffrais pas, j'étais la souffrance, j'incarnais cette souffrance. Mais je n'ai pas de chagrin, puisque je suis le chagrin. » Les deux parfois s'apaisent au baume de l'amitié, de l'amour, de la famille et des souvenirs. Il faut écrire pour les vivants, mais surtout pour les morts. Donc il dit à quel point il n'y a plus de plaisir dans sa vie, mais qu'il est face à l'homme, il est face à son destin et face à lui-même. Et de là, vraiment, il en tire un livre magistral, car c'est aussi un grand livre de littérature. Et vous serez très surpris de la qualité
vraiment du français qu'il utilise. Il dit « Je fais en sorte d'être le plus attentif et le plus compréhensif envers ceux qu'a priori je ne comprendrai jamais, c'est-à-dire les terroristes. Je ne les comprendrai jamais, mais pour autant, j'essaye d'être vis-à-vis d'eux le plus attentif et le plus compréhensif. » S'il y a une chose que cet attentat m'a rappelé, sinon apprise, c'est bien pourquoi je pratique ce métier par esprit de liberté, par goût de le manifester, à travers l'information ou la caricature, en bonne compagnie, de toutes les façons possibles, même ratées, ce qui était parfois le cas de Charlie Hebdo, sans qu'il soit nécessaire de les juger. Le fait de savoir que ce livre a eu autant de succès que le livre de Michel Houellebecq, et je dois dire qu'ici je les confronte l'un l'autre, j'ai plus d'appétence pour le livre de Philippe Lançon, vous l'aurez compris, que pour le livre de Houellebecq, mais il reste très intéressant de savoir que ces deux livres ont en gros fait beaucoup les débats, ont nourri les débats intellectuels et les débats quotidiens dans les familles françaises. Enfin, le troisième livre, qui est un livre qui n'est pas un succès littéraire, mais qui est un succès, enfin pas encore un succès littéraire du même ordre, mais qui est un grand succès, notamment parce que c'est un petit livre de philosophie, et donc écrit par cette femme, Delphine Horviller, qui est une femme exceptionnelle, qui est la première rabbin de France, qui vient d'un mouvement juif libéral. Son livre s'appelle « Réflexions au pluriel sur la question antisémite », et son livre, en fait, là aussi, vient réfléchir sur ce que certains considèrent comme étant la montée de l'antisémitisme en Europe. Je ne sais pas s'il y a plus de manifestations antisémites ou si c'est nous qui sommes beaucoup plus attentifs à cela, peut-être les deux, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu aussi en 2012 en France des crimes, des attentats antisémites extrêmement graves, notamment dans une école à Toulouse, dans une école juive, et plusieurs enfants juifs ont été assassinés dans leur école. Et donc, elle décide de réfléchir sur cette question antisémite. Vous savez très bien que cette question antisémite est une question qui est vieille comme le monde, et c'est très ambitieux pour un intellectuel de revenir sur cette question antisémite, parce qu'on pourrait penser que tout a déjà été écrit. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut écrire encore de nouveau sur la question antisémite? Et en fait, c'est la raison pour laquelle ce livre est très important. Donc vous aurez vu, Michel Houellebecq s'intéresse beaucoup aux musulmans. Philippe Lançon n'est pas chrétien du tout, et se pose la question souvent d'un regard de chrétien sur l'islam. Et là, je vous parle de la question antisémite, qui sont vraiment des questions importantes en France. Donc Delphine Horviller, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle dit, eh bien, cette question d'antisémitisme, on l'a beaucoup analysée, mais on ne l'a pas beaucoup analysée du point de vue de la littérature hébreu, c'est-à-dire du point de vue de la littérature rabbinique. Comment les rabbins, eux, pensent-ils et pensent-elles, puisque c'est une femme, la question antisémite? Et elle revient sur cette idée que être, entre guillemets, être une personne juive, être juif, eh bien, c'est une identité qui n'est pas statique, c'est une identité qui, en fait, ne cesse d'évoluer. Que, en fait, les vrais héros des textes de la tradition juive sont des anti-héros. Et que c'est aussi ça qui est difficile à comprendre quand on n'est pas de cette tradition-là. Qu'en fait, être de tradition juive, c'est d'être d'une tradition qui est plurielle, qui n'est jamais la même, qui est souvent d'être en contradiction avec son époque, qui est de refuser les crispations identitaires et qui est de refuser que l'identité, c'est monolithique, qu'on peut endosser plusieurs identités et qu'être une personne d'identité juive, c'est aussi être une personne de plusieurs identités. Donc elle travaille beaucoup sur l'idée aussi d'un lien entre l'antisémitisme et la misogynie, ce qui est très intéressant, extrêmement intéressant. Et elle pose la question, avec un clin d'œil, et si l'antisémitisme n'était pas aussi une guerre des sexes et une guerre de genre? Et j'avoue qu'elle apporte des remarques, des conclusions et des réponses extrêmement lucides, extrêmement intéressantes. Elle lutte aussi contre l'idée qu'il y ait une confusion entre racisme et antisémitisme, et elle décrit les choses avec beaucoup de finesse,
en expliquant que le racisme, c'est d'abord une affaire de complexe de supériorité et que l'antisémitisme, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et qu'elle fait le lien entre être d'une identité juive aujourd'hui et l'État d'Israël, évidemment. Et elle dit, la gageure, ce qui est de compliqué, c'est de concilier le nationalisme auquel on peut prétendre, le nationalisme vis-à-vis d'Israël et l'héritage d'une sagesse juive issue de l'exil. Je vous invite vraiment à regarder et à lire ce petit livre, car ce petit livre pose encore plus de questions qu'il n'apporte de réponses, mais dans les réponses qu'il apporte, c'est un regard totalement différent sur la question de l'antisémitisme que vous pourrez avoir. Ce livre a fait en ce moment beaucoup de débat. Je pense qu'il va devenir un classique du travail sur l'antisémitisme en France. Donc en conclusion, je dirais que je vous ai présenté très brièvement 3 livres très importants. Un livre est un livre précurseur, avant-coureur, incroyablement pessimiste, même s'il a des moments très tendres, il est incroyablement pessimiste. Un autre qui n'est pas forcément optimiste, mais qui est extrêmement empreint d'humanité. Et un 3e livre qui nous interroge sur nos propres contradictions et au-delà de cela, essaye d'apporter véritablement des réponses pour éviter, en tout cas pour essayer d'être plus intelligent face aux violences de notre société. Les réponses qui sont données dans ces 3 livres, à travers la littérature, sont des réponses qui sont très complexes, mais c'est précisément la raison pour laquelle je voulais vous parler de ces livres. C'est-à-dire que la littérature nous permet de repenser la complexité. Nous sommes dans des sociétés très complexes et très souvent, les médias, nos propres rapports aux médias, nos propres rapports aux réseaux sociaux sont empreints de réponses simples, simplistes, rapides. Et en fait, tout ceci produit de la violence et produit la violence de nos sociétés. Et donc c'est aussi, cette conférence, un appel à vous donner envie de lire de la littérature, de relire la littérature comme outil de compréhension sur le monde, même si ce ne sont pas des livres de sociologie. Voilà très brièvement, très rapidement, quelques idées que je voulais échanger avec vous. Je suis ravie de répondre à vos questions. Si vous en avez. Non? Je parlais trop vite peut-être? Je ne sais pas. Seulement, je crois que personne n'a lu ces romans. Oui. Personne n'a lu et donc ça donne réfléchir. Pas encore. Et alors, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous aimez lire? Que ce soit en français ou en russe? Qu'est-ce que vous aimez lire? Quel est le dernier livre que vous avez lu? Vous savez, souvent à Sciences Po, quand on recrute les élèves, on leur dit « Racontez-moi les derniers livres que vous avez lus ». Alors, en ce moment, on a beaucoup... Oui, dites-moi. C'était le livre de Montesquieu. C'est vraiment... Lequel? Ce sont L'esprit des lois? persiennes. Les lettres persanes. Les lettres persanes, voilà. Très bien. En russe ou en français? En russe, mais c'est mon professeur qui m'a dit la lire en russe. C'est bien, mais c'est très bien. Mais vous savez, même pour un élève français de votre âge, les lettres persanes, c'est compliqué. Donc c'est très beau, c'est très bien d'avoir lu les lettres persanes en russe. C'est bien, c'est très très bien. C'est un petit peu vintage, mais c'est bien. Qu'est-ce que vous avez lu d'autre? Racontez-moi les livres que vous avez lus. Et vraiment, si vous aviez un livre à me conseiller, je suis ravie de pouvoir lire un livre en russe. Qu'est-ce que vous avez lu, par exemple? Qu'est-ce que vous avez lu en russe ou en français? Par exemple, en français, le livre Le Lion de Joseph Kissel. Bien sûr. Ça vous a plu? Pas jusqu'à la fin. C'est très beau. C'est très Oui, bien. c'est très beau, c'est très intéressant. Vous l'avez lu en français? Oui, C'est très... pas jusqu'à la fin. Mais c'est bien. J'ai déjà dit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et vous? J'ai le livre de James Joyce. Oui. The Portrait of the Artist is the Young Man. Ok. C'est très bien. C'était très intéressant pour moi parce que j'aime James Joyce beaucoup.
C'est formidable. Donc là en anglais plutôt, mais c'est très bien. Il ne faut pas lire James Joyce en français. Hein. Parce que si vous pouvez lire l'anglais, il faut lire directement. Oui. Et quels sont les autres livres que vous avez lus? Les auteurs français. Ou des auteurs que vous aimez particulièrement? Je vous dirai s'ils sont traduits en France. Alors dans les auteurs français, est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, Virginie Despentes par exemple? C'est une... Non? Alors elle est très controversée, Virginie Despentes. Hein. Mais la littérature française est un peu folle de toute façon. Donc, est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous connaissez d'autre comme... Est-ce que vous connaissez Sylvain Tesson? Alors Sylvain Tesson est un auteur français qui a passé beaucoup de temps en Russie et qui a passé beaucoup de temps sur le lac Baïkal, dans une petite cabane du lac Baïkal, dans l'île de Olkhoy. C'est ça, je ne prononce pas bien. L'île qui est en haut, tout au nord du lac Baïkal, et qui pendant 6 mois, il est resté tout seul avec les ours, et puis voilà. Et il a écrit un livre très beau sur la Sibérie. Et c'est un auteur... et c'est un auteur très particulier parce qu'il a comment on appelle ça? Une passion pour les toits des maisons, et en particulier les toits des cathédrales. Et on l'appelle l'écrivain chat, parce qu'il va de toit en toit. Et il en est tombé un jour, le pauvre d'ailleurs. Il s'est blessé. Mais en fait, il voit le monde. Il va en Sibérie comme il voit sur les toits des cathédrales pour avoir un regard très original une vision très originale sur le monde. Qu'est-ce que vous avez lu d'autre? Vous, monsieur, vous avez lu. Qu'est-ce que vous avez lu, par exemple? Même en russe, vous pouvez le dire en russe, si vous voulez. Non? Oui. Moi, j'ai une question. Oui. Très bien. Quels sont les livres qui sont populaires entre la jeunesse maintenant en France? Je veux dire, les gens qui ont notre âge. D'accord, pas des gens vieux comme moi. Donc, je sais. Alors, est-ce que ces livres sont des livres générationnels? Je ne sais pas. Je pense que Michel Houellebecq est lu par des gens très jeunes et très vieux, par des femmes et des hommes, par des gens pauvres et des gens riches. Je pense que le Philippe Lançon est lu par tout le monde. Vous savez, il y avait des millions de personnes en France qui ont défilé au moment de Charlie Hebdo. Donc, il y a certains livres dont je pense qu'ils sont lus par toutes les générations. Et après, il y a des livres très générationnels. Donc, les livres lus par... C'est-à-dire que c'est difficile pour moi de répondre à votre question parce que je crois que les gens qui lisent des livres qui sont lus par toutes les générations. Après, il y a dans votre génération des gens qui ne lisent pas beaucoup. Et c'est plutôt la littérature enfantine qui va faire la différence. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous êtes la génération Harry Potter? Est-ce que dans votre génération, vous avez lu Harry Potter? Harry Potter, voilà. Je pense que Harry Potter, la génération des 50 ans n'ont pas lu Harry Potter, ça ne les intéresse pas beaucoup. Vous êtes une génération Harry Potter. Mais c'est des livres qui sont entre l'enfance et l'adolescence, qui ne sont pas... À 20 ans, on ne découvre pas Harry Potter. Harry Potter, c'est à 12 ans, à 13 ans, voilà. Alors après, je dirais plutôt, parmi les livres que toutes les générations lisent, quels sont ceux que préfèrent les jeunes? Ça serait ça. Comme j'ai pas 20 ans, c'est difficile. J'essaye de réfléchir. Oui. Je pense avoir une réponse sur Philippe Cadic, par exemple. Ah, Philippe Cadic n'est pas lu par les 20 ans. Hein. Non, pas les enfants, mais par les jeunes de notre âge. Science-fiction, Philippe Cadic. Est-ce que... Et même aussi une science-fiction très élaborée avec, pareil, un petit peu de prémonition, des anticipations sociales. Cadic. Alors, je pense qu'en fait, votre intuition est excellente, c'est-à-dire que vous êtes une génération qui lit beaucoup de la science-fiction. Mais je ne suis pas sûre que Philippe Cadic soit le plus... Parce qu'il est l'héritier d'une science-fiction américaine
qui a un peu, enfin qui est complètement marqué par les années 70 et de leur tranche d'âge, à leur niveau d'études, oui. en France, c'est Ah oui. un auteur très lu. D'accord, très bien, très bien. C'est un petit peu au même titre que Stephen King, par exemple, dans un registre peut-être un peu moins élevé dans la construction que ça réclame, mais c'est très très lu. C'est une littérature très lue par les jeunes. D'accord. Alors ça c'est, donc je ne sais pas si vous connaissez, en fait il s'appelle Phil K. Dick ou Philip K. Dick, c'est donc la science-fiction américaine. Et de façon générale, la science-fiction a énormément de place dans la littérature jeune, hein, en Europe en général. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une science-fiction russe? J'imagine qu'il y a une science-fiction russe, oui. Donc il y a un excellent livre de Phil K. Dick d'Emmanuel Carrère, livre d'Emmanuel Carrère sur dont j'ai oublié le titre, mais qui est donc la biographie, qui est une biographie de Phil K. Dick. Je parle d'Emmanuel Carrère parce qu'il est très lié à la Russie. Mais voilà, la science-fiction, je dirais aussi qu'il y a des succès de librairie chez les plus jeunes, dans un type particulier de livre qui s'appelle les essais illustrés. Alors un essai, c'est un livre, et illustré, c'est-à-dire que c'est agrémenté de beaucoup de dessins, de beaucoup de photos, d'iconographie, parce qu'en fait, vous êtes d'une génération qui n'est pas, comment dire, qui mêle le texte avec d'autres supports, et qui préfère d'autres supports que le texte. Donc pour arriver à la littérature, il faut aussi passer par l'image, par l'iconographie, etc. Donc beaucoup d'essais, par exemple, je vous donne un exemple, il y a un livre en France qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Econometrix, qui est un livre sur l'économie, et qui est une bande dessinée sur l'économie, avec un personnage qui s'appelle Econometrix, et c'est un essai, voilà, Econometrix comme Astérix, mais c'est Econometrix. On devrait faire Philosophix, et puis, je sais pas, Historix, voilà, Historix et Sociologix, voilà, et qui a beaucoup de succès. Il y a un livre qui plaît beaucoup aux jeunes, qui est le livre de Raphaël Giordano. Alors, ça s'écrit Giordano, Raphaël Giordano, qui est un livre sur le bien-être. Une recherche, pas exactement de bonheur, parce que ça, on sait que c'est pas la peine. Il faut pas chercher le bonheur, sinon, quand on le cherche, on le trouve pas, en fait. Mais c'est une recherche de bien-être. En anglais, on dirait well-being, ok? Et la recherche du bien-être. Et en fait, la recherche du bien-être est très individuelle et dépend beaucoup de chacun. Et dans une recherche, donc, qu'est-ce que je fais avec les écrans? Un peu plus, un peu moins? Qu'est-ce qui fait que je suis bien dans ma vie par rapport au mode de consommation, par rapport à mes collègues, par rapport à la question du genre, par rapport à Et c'est très intelligent dans le sens où c'est pas le côté New Age, il faut forcément être heureux en faisant du yoga tous les matins. C'est une philosophie très personnelle, mais qui en fait admet de faire des choix pour le bien-être en rapport avec les autres. Donc j'ai oublié le titre là, le livre de Raphaël Giordano, il y en a deux qui ont des titres très, très longs. Mais voilà, c'est le genre de livres qui sont très, très, comment dire, très célèbres. Merci. Vous intéressez pas à ce que les vieilles personnes lisent? Si? Alors qu'est-ce que lisent les vieilles personnes? Vous savez, il y a une chose aussi que les Français aiment, enfin les Français, je ne sais pas si je peux dire les Français, mais dans la société française, il y a toujours beaucoup de curiosité pour la littérature étrangère. Et donc, les succès, la littérature chinoise fait beaucoup de succès, a beaucoup de succès en France quand elle est traduite en français. Hein. La littérature iranienne, turque, la littérature américaine, beaucoup. Et alors la littérature russe. Mais la littérature russe, les Français lisent toujours Tolstoï,
je sais pas comment. Bien sûr, Tchekhov, Dostoïevski, bien sûr. Et dans la littérature contemporaine, Lermontov, comment? Actes Sud publie beaucoup d'auteurs contemporains. Voilà, parce qu'Actes Sud publie beaucoup de littérature étrangère. Alors, quels sont les auteurs contemporains russes qu'il faut lire? Vous savez, si vous aviez à faire le même exercice que moi, comment comprendre la société russe à travers des livres? C'est pas facile. Il faut faire des choix, c'est pas facile. Et donc, si vous aviez à faire cet exercice, qu'est-ce que vous choisiriez comme auteur russe? Plusieurs. Pardon? C'est-à-dire que pour comprendre la société russe aujourd'hui, peut-être qu'on peut lire des auteurs passés, mais si on faisait un mélange de tous ceux qui nous permettraient de comprendre la société russe aujourd'hui, qu'est-ce que... Qui ça? Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais... Victor Pierre, mais j'ai pas entendu en fait. Pelevin. Il est traduit, Pelevin, Victor Pelevin? Je vais noter. Je veux lire ça. On va voir s'il est... Mais ça me dit quelque chose, moi. Ça me dit quelque chose, Victor Pelevin. Ça me dit quelque chose. On va regarder, on va mener une enquête pour savoir s'il a été traduit. Alors, Victor Pelevin, ok. Il y a qui d'autre alors? Génération B? Oui? J'ai une question. Oui. Pardon. Vous avez beaucoup dit sur le caractère critique anti-islamiste dans le libre soumission. Est-ce que les idées anti-islamistes sont populaires en France contemporaine? Alors, il y a deux choses. Une question de définition du terme. Pardon? Non? Ok. Alors en fait, il y a deux choses. Quand on dit islamiste en français, c'est déjà connoté de façon très négative. Parce que islamiste évoque fondamentalisme islamique, de l'islam en fait. Et donc le terme lui-même comporte une critique. Donc les gens qui sont contre le fondamentalisme, j'espère qu'il y a beaucoup de gens, sauf les fondamentalistes, quelqu'un qui est issu du monde des Lumières et favorable à la démocratie et à la démocratie libérale ne peut pas être pour le fondamentalisme, qu'il soit islamiste ou qu'il soit autre chose. Donc, si votre question est de dire est-ce qu'il y a un mouvement contre l'islam, si c'est ça votre question, c'est différent de contre l'islamisme, parce que contre l'islamisme, c'est évidemment toute personne un peu raisonnable est contre. Donc votre question c'est, est-ce qu'il y a un mouvement anti-musulman ou anti-islam en France? Est-ce que c'est ça votre question? Oui. D'accord. Alors, je ne sais pas, il faut aussi être très précis dans les termes. Quand on dit un mouvement, ça suppose une institutionnalisation d'une opposition. Et si on dit institutionnalisation d'une opposition, ça veut dire, en gros, un parti politique. Et les partis politiques d'extrême droite en France incarnent cette opposition à l'islam. Ils ne représentent pas l'ensemble de l'opinion française, mais ils représentent un courant, plus qu'un mouvement, un courant qui de fait est très marqué contre l'islam. D'accord ? Et cette question-là est une question importante pour la vie démocratique française, c'est-à-dire que, si vous voulez, donc pour répondre à votre question, oui, il y a un courant assez structuré au sein de l'extrême droite française qui s'oppose à la présence culturelle ou religieuse de l'islam en France.
Mais ce courant-là est aussi très critiqué au sein de la société française par une partie que j'espère être majoritaire, qui n'est pas défavorable à la présence de l'islam en France, parce que là, ça devient aussi l'une des premières religions de la société française, en tout cas, et qui en fait est animée par des croyants qui sont très fidèles. Donc l'islam fait partie de la culture française aujourd'hui. C'est de fait une partie de la culture française, que ce soit une partie de culture religieuse ou de culture de société, politique, etc. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des... Oui, très bien. Il y a quelques livres français qui sont populaires entre la jeunesse en Russie, ou qui, moi, mes amis, qui me les ont. C'est très intéressant pour moi si ces livres sont aussi si lus en France comme en Russie. Par exemple, c'est Les Trois Mousquetaires, Oui. Bellamy, Ah oui. Au bonheur des dames. Au bonheur des dames. D'accord. Alors, donc, quels autres livres, si c'est les livres classiques, quels autres livres, alors, est-ce qu'il y a une liste, ou pouvez-vous me dire une liste de livres français qui chaque, je sais pas, jeune français ou française doit savoir? C'est le programme. Alors en fait, je vais vous dire, parmi les 3 livres que vous avez cités, donc Bellamy, Le bonheur des dames et puis Les Trois Mousquetaires, je pense que le seul qui vraiment est très populaire chez les jeunes Français qui lisent, c'est Les Trois Mousquetaires. Parce que Les Trois Mousquetaires, c'est... Voilà, quand vous êtes un petit garçon ou une petite fille et que vous aimez lire, Les Trois Mousquetaires, c'est haletant, c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Bellamy, et alors Au bonheur des dames, je pense que c'est un livre qui n'est lu que par des, comment dire, quelques romantiques, quelques nostalgiques. Peut-être Pascal ne serait pas d'accord, mais en tout cas, il n'est pas dans le programme. Il n'est plus il ne fait absolument plus partie du programme des œuvres littéraires françaises. Au lycée, c'est quasiment incontournable. Au bonheur des dames, non. C'est plutôt les mousquetaires qui, hélas, ne sont plus lus par les gens parce que le style est trop difficile. C'était une œuvre qu'on présentait en 5e, et aujourd'hui c'est absolument impossible. Donc on ne le fait plus connaître. Non, mais Les Trois Mousquetaires, c'est un livre pour enfants. C'est un livre enfants, adolescents, c'est un livre entre 8 ans et 13 ans. Mais on ne le lit plus aujourd'hui. Le niveau de l'écriture est trop dense, trop... C'est un livre qui est lu après. En général, c'est des gens qui, une fois à maturité, c'est intéressant ce problème de la lecture parce que les œuvres que vous avez citées, ça fait partie du programme scolaire. C'est-à-dire que vous allez au lycée et vous allez avoir Bellamy en première, vous allez avoir Au bonheur des dames en seconde, ou au moins quelques textes. C'est quasiment obligatoire. Les Trois Mousquetaires sont sortis de la culture du collège. Avant, ils étaient étudiés au collège, et maintenant, c'est sorti. C'est-à-dire que c'est en grandissant, une fois que vous êtes devenu lecteur, que vous revenez aux Trois Mousquetaires et vous dites « Ah, comme c'est merveilleux !» Et effectivement, dans notre génération, moi je l'ai lu à 12 ans, 13 ans, et en fait, aujourd'hui, les enfants de 12 ans, 13 ans, ils ne peuvent plus lire ça. Ils ne l'abordent même pas. Et c'est un mouvement, comme en Russie, c'est-à-dire c'est un accès à la lecture qui est devenu différent. Et il y avait des œuvres que vous avez, quand vous avez la science-fiction, mais aussi beaucoup de bandes dessinées que la bande dessinée a pris comme genre une importance très importante en France. Et je sais qu'en Russie, c'est pas encore dans l'édition, c'est pas dans les mœurs.
mais il y a beaucoup de jeunes de votre catégorie, pas de votre âge, qui lisent énormément de bandes dessinées, mais dont les genres littéraires sont très variés. Mais c'est vrai que la question littéraire, c'est quelque chose qui bouge très très vite. Mais en Russie aussi, je crois, c'est pareil. Il y a des livres qu'on lit à l'école, parce que c'est obligé. Mais après, quand on est chez soi, nous en France, il y a énormément il y a toute une tranche d'âge qui lit des mangas, qui avalent de la littérature comme ça. Mais la vraie littérature, telle que nous, à notre âge, notre génération, ça disparaît beaucoup dans l'horizon de lecture des jeunes. Si vous prenez, je ne sais pas, 11, 18 ans, les jeunes lisent les grands classiques à l'école. Et après, s'ils sont devenus lecteurs, ils reviennent aux grands textes, mais sinon, ils ne reviennent pas. C'est comme partout, je crois. Ici aussi, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Mais sinon, pour vous donner... Le conte de Monte-Cristo. Oui, j'allais vous Madame. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Alors, on varie au lycée. Tu le fais au lycée quasi obligatoirement. Le conte de Monte-Cristo, si tu as un professeur... le problème du conte de Monte Cristo, c'est qu'il fait 900 pages. Mais... Tout le livre en lycée ou seulement Oui. quelques chapitres? En première, normalement, quand on propose Madame Bovary en français, on fait une étude intégrale. Alors ça ne veut pas dire que le prof, dans le cours, fait page à page, mais il va faire quelques petits... Mais l'étudiant, lui, aura tout lu. Et ça fait partie des piliers de la culture scolaire. Après, dans les autres livres, pour compléter ce que vous dites, dans les autres livres qui sont les livres de Romain Gary, Ah oui. Romain Gary, G-A-R-Y, donc qui est en fait un auteur qui même est au programme, hein, Romain Gary. Je pense qu'on essaye tous à un moment de lire Proust, à la recherche du temps perdu. Je dis on essaye parce qu'il y a ceux qui arrivent à tout lire et ceux qui laissent tomber. Vous savez, Proust n'aimait pas la ponctuation. Ce sont des longues phrases sans ponctuation. Les livres de Marguerite Duras, de Marguerite Yourcenar, sont des livres qui sont extrêmement importants, souvent au programme. Et puis, il y a quand même une ouverture sur la littérature étrangère en français ou la littérature très contemporaine. Et il y a une auteure qui est une auteure, je sais pas, qui est une quadragénaire, une femme de 40 ans, qui s'appelle Marie Darrieussecq. Je crois qu'il y a 2 R, Marie Darrieussecq, qui vient d'entrer dans le programme et qui est une auteure extrêmement contemporaine. Donc l'idée, c'est d'essayer aussi que le programme fasse un peu littérature étrangère, de la littérature contemporaine et puis de la littérature très classique. Donc Romain Gary, si vous pouvez lire Romain Gary, c'est vraiment... Et puis Gary qui a un lien avec la Russie, évidemment. Vous pouvez vous aider de films aussi qui parlent. Par exemple, La promesse de l'aube, un des livres de Romain Gary qui s'appelle La promesse de l'aube, a donné lieu à un film. Qui passe maintenant. Vous en avez parlé. Ah bah très bien, c'est un film avec Charlotte Gainsbourg qui joue le rôle de la maman de Romain Gary. Et si vous voulez, là vous pouvez en regardant ce film, mais c'est très bien que vous l'ayez, je ne savais pas, en regardant ce film, vous pouvez à la fois complètement entrer dans l'histoire, lire le livre, et puis c'est Charlotte Gainsbourg qui est une actrice magnifique, qui est une actrice très, très, très française dans son... Et le jeune aussi, j'ai oublié son nom, celui qui a joué Romain Gary. Ah, j'ai oublié son nom aussi. Très très beau film, vraiment, et très beau livre. Il faut lire Romain Gary, c'est important. Puis par rapport, enfin voilà, avec le lien qu'il a avec la Russie, c'est quand même très important. Alors la liste est un peu infinie, hein, mais
il faut toujours imaginer un jour si on est isolé sur une île déserte et qu'on a des livres avec soi, quel livre on prend. C'est très important. Difficile à choisir un livre. Pardon? Un livre d'agriculture ou un livre où on va me dire qu'est-ce qu'il va faire sur un île désertée. Comment on saurait. Ou un livre de cuisine? Je suis pas sûre s'il y a une cuisine. C'est très intelligent comme réponse. Oui. Aussi, Oui, vous savez que cette année, on étudie, ce semestre, on a étudié le 19e siècle et il y a une liste de livres que nous devons lire pour notre examen. Et entre ces livres, il y a Madame Bovary et Au bonheur de dame et Les Misérables. Et Les Misérables, qui sont des grands classiques, très grands classiques. Ouais. Est-ce que ces livres vous ont plu? Est-ce que ces livres vous ont plu? Je crois qu'il y a 15 ou 20 livres. Ah oui, quand même. Au bonheur de dame, oui. D'accord. Et vous avez lu en russe ou en français? En russe, n'est-ce pas? D'accord. Et après, c'est bien de relire en français quand vous avez déjà l'histoire. Parce qu'au moins, vous passez, quand vous ne connaissez pas le vocabulaire, c'est pas grave, vous connaissez l'histoire. Donc, moi, j'ai beaucoup progressé en anglais comme ça. Je lisais un livre en français, puis après, je le lisais en anglais. Et comme je savais l'histoire, j'apprenais beaucoup de vocabulaire comme ça. C'est pas grave, les descriptions, on passe les descriptions et on apprend beaucoup comme ça. Vraiment. Donc, Vous savez, dans ce que vous avez dit, dans le livre de Lançon, il y a quelque chose de magnifique. Si vous vous mettiez à lire le livre de Lançon, c'est que quand il était à l'hôpital, il souffrait énormément. Et ce qui se passait, c'est qu'il relisait des passages de la littérature, et je crois que c'est un texte de Proust. Et sa douleur faisait qu'il comprenait l'importance et l'intérêt de ce texte littéraire. Et c'était comme. Et c'est un livre magnifique parce que c'est un livre qui vous redonne le sens de la littérature. Pourquoi la littérature? Et là, il redonne sens par sa douleur et par l'épreuve qu'il est en train de vivre. C'est ce qui, je crois, il le dit, c'est ce qui l'a sauvé. C'est-à-dire, c'est ce qui a vraiment lui donné envie de continuer à vivre. Donc là, c'est un beau livre pour se dire pourquoi on lit des livres de littérature. Et c'est des grands textes. Enfin, je me souviens, c'était un... oui, il y a La recherche du temps perdu, justement. Oui. Et il y a un moment, Proust l'énerve beaucoup en disant il m'énerve, ce Proust, il ne comprend rien à rien, avec ses phrases éthérées, etc. Mais c'est vrai que Philippe Lançon prenait toujours, quand il descendait ce qu'il appelait au purgatoire, quand il descendait se faire opérer, il avait toujours un livre avec lui. Il gardait le livre avec lui. D'abord parce qu'on attend beaucoup dans les hôpitaux, donc pour ne pas perdre de temps, il fallait qu'il lise. Et puis, en fait, il se mettait dans l'histoire des personnages. Et la littérature, comme vous dites, monsieur, était un médicament. Comme un médicament. Et donc, en se disant, cet homme qui est un homme de lettres, disait, la seule chose que je sais faire dans ma vie, c'est lire et écrire des livres. Donc, il y a un moment, il faut que ça me serve dans la vie. Donc là, c'est le moment ou jamais que la littérature me serve de médicament pour me guérir. Il y a beaucoup de... Et ça redonne vraiment tout son sens à la littérature. Donc, c'est pas des choses... En fait, c'est des choses importantes de lire. C'est quelque chose qui est très concret. Si les gens vous disent, mais arrête, il faut que tu fasses des choses concrètes dans la vie, mais lire, c'est très concret dans la vie. Ça peut sauver une vie. Moi, je vous souhaite... Oui, je vous en prie. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant. J'ai une question. Pardon, mon français, Non, c'est pas grave. est-ce possible de considérer que l'intéresseur concernant répondre plus aux problèmes du monde actuel par opposition des autres paquets?
est-ce que la littérature française a ceci de spécifique qu'elle parle de la société contemporaine? Je pense que toute littérature parle de la société contemporaine. Je crois que la littérature française répond aux questions actuelles, par exemple, l'idéologie ou l'immigration. Par exemple, l'opposition d'autres pays, d'autres pays, les différences après les autres. Est-ce que votre question, c'est est-ce qu'il y a une spécificité de la littérature française? Oui, spécifique, Et des différences par rapport aux autres littératures? Oui. Oh, c'est une question très compliquée, ça. Alors, en fait, c'est un peu la même question que de demander est-ce qu'il y a une spécificité de la pensée française? Est-ce que la pensée française est-ce qu'il y a une exceptionnalité à la pensée française? Est-ce qu'elle est très spécifique? D'accord? Alors, on peut répondre. Je vais vous faire une réponse qui n'est pas très réfléchie parce qu'elle est spontanée. D'accord? La première chose, c'est que les Français espèrent vraiment que leur littérature est exceptionnelle, spécifique, que la pensée française est unique. Mais moi qui ai vécu dans plusieurs pays, je peux vous dire que chaque pays prétend que sa littérature est spécifique. Et chaque littérature est exceptionnelle en soi, parce qu'en fait, c'est chaque écrivain qui est exceptionnel. D'accord? Donc, le premier élément de réponse, c'est de vous dire que la France et les Français espèrent vraiment que leur littérature est exceptionnelle. En plus, on le pense un peu plus que les autres, parce que la vie intellectuelle du XXe siècle a beaucoup été animée autour des sciences sociales françaises. Pour plein de raisons, parce que c'est l'héritage du XIXe siècle, c'est les mouvements politiques révolutionnaires en France, parce que Paris, il y a un siècle, dans les années 1920, était la capitale intellectuelle du monde, ou en tout cas une des capitales intellectuelles du monde, parce que les grandes universités après-guerre en France ont porté un projet politique et de société qui était un projet politique et de société très spécifique, d'où l'existentialisme, Sartre, Simone de Beauvoir, enfin tout ce qui a un moment marqué une forme d'exceptionnalisme français, Deleuze, Derrida, Bourdieu, toute cette pensée française très critique. Mais c'était un moment avant la globalisation, c'était avant la mondialisation. Et aujourd'hui, est-ce bien, est-ce mal, je ne sais pas, mais il se trouve que c'est très difficile d'isoler une pensée nationale particulière, puisque un intellectuel aujourd'hui, qui se prétend être un intellectuel, il porte des questions mondiales, enfin, il travaille sur des questions mondiales et il a été formé par des courants qui sont des courants qui traversent les cultures. Je vous donne un exemple. Un grand intellectuel comme Bruno Latour, par exemple. Bruno Latour est un sociologue français, philosophe français, qui travaille beaucoup sur l'écologie, qui est français, qui vient d'un terroir français qui s'appelle la Bourgogne. Eh bien, il a vécu la moitié de sa vie aux États-Unis. Est-ce que sa pensée est spécifiquement française ou est-ce qu'elle est française et américaine? C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun intellectuel de rang mondial qui est formé dans son pays, dans une université de son pays et qui s'exprime dans sa langue uniquement. Pour être un grand intellectuel, il faut qu'il ait un rayonnement international. Ayant un rayonnement international, sa pensée est forcément influencée par le reste du monde. Donc la globalisation fait qu'il est très difficile d'isoler aujourd'hui une pensée nationale spécifique. Après, parce que je ne veux pas vous laisser avec cette réponse uniquement, après, il y a des spécificités, et la plus grande spécificité française que je trouve aujourd'hui, c'est pas tellement que les intellectuels français disent des choses différentes des autres, c'est que la France aujourd'hui est un pays qui est marqué par les problèmes du monde. C'est-à-dire que c'est un pays dans lequel il y a des attentats terroristes,
il y a des révolutions, des jacqueries paysannes ou des révolutions périurbaines comme les Gilets jaunes, où il y a un travail sur l'influence de la digitalisation, sur les nouvelles technologies et toutes les conséquences que ça a sur notre société, sur notre rapport aux autres, etc. Donc la France est un microcosme, c'est une société à la fois moderne et postmoderne, et étant une société très postmoderne, au cœur de l'Europe, au cœur de la globalisation, ce qui arrive à la France pose des questions aux intellectuels qui les mettent en situation de produire une pensée qui est une pensée qui fait écho dans le monde d'aujourd'hui. Donc je dirais moins que la France produit des intellectuels qui ont une pensée spécifique, que ce qui se passe en France est tellement spécifique que nos intellectuels sont exposés à parler pour le monde. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais si mes compatriotes français sont d'accord ou pas. Mais voilà comment. Et là, par exemple, je suis doyenne du collège universitaire à Sciences Po, donc je forme des élèves, enfin je forme, non, les professeurs forment des élèves. 60% de nos élèves sont des internationaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la nationalité française. Et quand ils vont être diplômés de Sciences Po, est-ce qu'ils seront des intellectuels français ou est-ce qu'ils seront des intellectuels internationaux? Parce qu'ils seront russes, chinois, indiens, allemands, italiens, mais formés en France. Et pareil pour un très bon universitaire français formé en Russie ou aux États-Unis. Donc cette internationalisation a beaucoup changé les choses. Voilà. Pouvez-vous nous recommander quelques livres qui concernent les questions de globalisation et mondialisation Des livres contemporains sur la mondialisation. Alors voilà une très bonne question. Je dirais les livres de Bertrand Badi. Comment il s'appelle son livre Alors, je vais vous donner son nom et puis vous allez trouver. Alors, son prénom c'est Bertrand. Oui, vous savez écrire Bertrand. Badi, B-A-D-I-E. Ah zut, comment s'appelle son dernier livre à Bertrand Badi justement c'est même pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Pardon? Après, qu'est-ce que spontanément sur la globalisation, la mondialisation? Alors, il y a des livres de Michel Houellebecq qui parlent des conséquences de la mondialisation sur la société, mais vous voulez sans doute un livre qui lui parle des effets positifs de la mondialisation ou de la dynamique de la mondialisation. Bertrand Badi est un spécialiste des relations internationales qui a beaucoup travaillé sur l'interconnexion entre les pays et sur l'effet de globalisation. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre comme livre? Pascal, vous pensez à des livres en particulier? On essaie de retrouver le titre. Dernier ouvrage de Bertrand. Le retournement du monde, oui, le retournement du monde. Parce que en tout cas, il faut pas se limiter au livre de Huntington sur le choc des civilisations. Ça, il faut vraiment pas se limiter à ça. Parce que les cultures s'entrechoquent, c'est normal. Mais une fois qu'elles s'entrechoquent, il faut dépasser ça. Parce que simplement, des livres qui sont autres que celui de Huntington. Et alors, c'est un livre très géopolitique. Alors, des livres littéraires sur la globalisation, je ne sais pas si on peut un livre littéraire sur la globalisation, la mondialisation, je vois pas. Moi, je penserais au film Lost in Translation, que vous avez peut-être vu, Lost in Translation, qui est totalement un livre
justement sur le choc de la globalisation, mais ça se passe au Japon, donc c'est un peu différent. C'est une bonne question. C'est vrai qu'il faudrait. Il y a un petit risque, c'est de confondre globalisation et universelle. Il me semble qu'il y a une littérature qui est ancienne, qui est puisque l'un d'autres œuvres de littérature portées par le mélange, etc., peuvent être lues, en vue de la traduction essentiellement, aussi parce qu'il renvoie des éléments que l'on considère comme universels, sur le sentiment, la haine, la mort, la violence, la souffrance. Porter aussi sans doute un certain nombre d'éléments aussi de se projeter vers une nouvelle société, la question de l'utopie par exemple, la notion de progrès, ce n'est pas universel, ça c'est évidemment, mais quelque part la question de la construction d'un futur. Et finalement la littérature c'est sans doute rester émergée, et souvent ça peut apporter des éléments qu'on va considérer comme universels. J'ai du mal à voir ce qui pourrait être le ressort d'une littérature de la globalisation, la globalisation, si ce n'est à confondre globalisation et américanisation, ce qui n'est pas la même chose. Oui, non, pas du tout. Je crois qu'il faut faire très attention que de moins en moins. Globalisation et américanisation ne sont pas identiques et synonymes, même si le mot est venu des États-Unis, même s'il renvoie à un moment d'histoire aussi américaine, genre fin 91, début des années 2000, où on considérait que le monde n'était plus qu'un village. Ce qui n'est pas le cas. On voit le film partout dans le monde au même moment. Et la littérature aujourd'hui, et là je parle vraiment de profane, la littérature parce que j'en lis, va se chercher par rapport justement un peu à un ordre mondial chaotique de la globalisation. Ça renvoie aussi à ça. La globalisation, ce n'est pas l'harmonie, ce n'est pas l'américanisation. Ce n'est pas non plus l'harmonie et le paradis sur Terre. Il y a un élément de chaos que peut-être Houellebecq, auquel renvoie peut-être Houellebecq et beaucoup d'autres, allemande, anglaise, avec ces éléments de violence qui refont surface dans les sociétés européennes, alors qu'elles avaient quand même, pour l'essentiel, disparu. C'est quand même un élément essentiel. Charlie, le terrorisme, n'avait pas totalement disparu. Il a toujours existé, mais sous une forme peut-être de sucre lent dans nos sociétés. Le terrorisme, on avait parlé, la violence, les bombes, dans l'histoire française contemporaine, il a toujours existé. Et puis, au moins, l'anarchie, en passant par l'Algérie, et même après, pas comme les années de plomb, mais il y a eu des bombes, il y a eu des assassinats, il y a eu des attentats. Mais il y a eu une explosion particulière, c'est le mot, à partir des années, fin des années 90, milieu des années 90, l'attentat du Mur vert, etc. Et là, il y a une inconnue. Et la littérature va justement peut-être se poser la question de ce retour en force de la violence à l'intérieur de la société, lorsque, quand on regarde les romans de littérature, après 1945, le lancé de ça. Alors qu'elle existe avant dans le tas de maintenant, je ne parle pas des romans de Paul Morand, mais bon, il y a d'autres romans qui renvoient même à des formes de violence. Vous avez aussi Zola, chez Zola, il y a de la violence. C'est terrible, regardez Germinal, c'est terrible, c'est terrible. Et sans remonter plus haut, le sang sur les barricades, les Misérables. Or, après 1945, moi, la littérature que je lis est une littérature quand même qui disparaît, la violence. Il est beau de ça, c'est pas violent. Il y a des choses qui renvoient à l'universel, mais la violence a disparu. Et là, depuis le milieu des années 90, nos sociétés sont soumises à la fois à un chaos, qui est bipolaire, c'est aussi un roman de guerre froide, ça existe. Un plus grand succès de Bipolaire dans les années 50 au moment du film. Mais le chaos plus le retour d'une violence régulière, répétée, de plus en plus meurtrière. On a quand même un nombre de morts pour un acte de terrorisme, nous n'avons
pas connu depuis 1962. Donc c'est là que je pense que la littérature aujourd'hui se trouve confrontée à quelque chose, les écrivains plus exactement, sont confrontés à quelque chose qui a même pour nous pose plein de points d'interrogation. Et c'est en ce sens que les 3 livres que vous évoquiez, il me semble vraiment extrêmement important. Je peux comprendre qu'il fasse débat parce qu'en même temps, on est sur un objet insaisissable. Qu'est-ce que c'est que cette violence? Qu'est-ce que c'est que ce monde dit global et en même temps complètement chaotique? On fait ce qui se passe encore aujourd'hui, on l'oublie, on ne peut plus. Enfin, des moments où on a envie de se dire, des points d'interrogation sur le devenir. Quand je dis devenir, c'est pas dans 100 ans, c'est après-demain de la Chine, de la Russie, des États-Unis, de M. Trump, ou du Venezuela. Donc, c'est dans une interrogation. Jamais le monde n'a été stable. Et là, j'avoue qu'au niveau macro, au niveau micro, comme parleraient nos amis économistes, face à cet émiettement, cet éclatement, je peux comprendre que les écrivains aujourd'hui aient tout d'un coup des interrogations terribles. Et peut-être les transmettent mieux que nous-mêmes, parce que nos interrogations, nous les gardons. Alors pour ceux qui sont effectivement, qui ont une mission de transmettre par la pédagogie, et d'essayer de clarifier un peu les choses, modestement. Et là, je rejoins complètement, c'est que l'avantage de la littérature par rapport à des sciences sociales, c'est que ça rend merveilleusement bien la complexité des choses. Parce qu'un livre de sociologie, un livre d'histoire, je regarde sous la surveillance de petits camarades, on a tendance à essayer de simplifier pour des raisons pédagogiques, de catégoriser, peut-être de systématiser, finalement de rendre un peu apaisant. La littérature n'a pas ce problème. La littérature, elle peut nous renvoyer à la figure des choses terribles et les rendre justement encore plus complexes et perplexes, et moins plus perplexes face à ce monde. D'ailleurs, après 3 ans d'abstinence de littérature, là, je sens que je fais encore Pour rebondir sur ce que tu disais, Pascal, après la Seconde Guerre mondiale, il y a un projet européen qui justement se justifie pour exorciser la guerre, c'est-à-dire les guerres en Europe. Et puis l'Europe, c'est ça, c'est dire, là ça fait 60 ans qu'on il n'y a plus de conflit à l'intérieur de l'Europe. Donc ce retour de la violence inquiète et frappe encore plus qu'il était aux portes de l'Europe. Que ce soit en Algérie dans les années fin 80, la guerre civile, ou en Yougoslavie. Donc là, il y a quand même quelque chose qui grandit à l'intérieur d'un ensemble de nations qui ont voulu un système qui assure la paix et qui assure la fin des conflits, des nations entre elles. C'est d'autant plus fort. Ce retour est d'autant plus perturbant. Oui, monsieur. Moi, je voudrais vous poser une question concernant l'économie de la France, peut-être que vous êtes en courant ou pas. C'est que, d'après les médias français, par exemple, France 24 ou bien les récents Monde, la crise économique mondiale de 2008 a dévasté le futur économique dans certains pays de l'Europe, du Sud, en Espagne par exemple. Mais moi, je ne peux pas me débrouiller. Je ne peux pas comprendre en quoi ça s'exprime, le futur économique, dévastation du futur économique. Est-ce que ça, c'est comme ça pour la France? Ou bien c'est pour seulement l'Espagne, ou bien la Grèce, ou bien... Alors moi, je ne suis pas du tout une économiste. Je ne suis pas du tout une économiste, du tout. Donc votre question, c'est est-ce que la crise de 2008 a eu un effet sur toute l'Europe ou seulement sur l'Europe du Sud? C'est ça votre question? Partout dans le monde? Oui. Donc est-ce que la crise économique a eu un effet sur l'ensemble du monde? C'est ça votre question? Mais seulement pour la France, parce que je ne sais pas en quoi peut s'exprimer la dévastation du futur économique au pays. En quoi ça peut s'exprimer? C'est ça ce qui m'intéresse. En fait, si c'est une question qui concerne la France,
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans un schéma classique en France où on a vécu pendant 30 ans qu'on appelle les 30 glorieuses, les 30 années glorieuses, entre 45 et 75, d'accord ? L'équivalent de ce que la Chine aujourd'hui connaît depuis 30 ans, c'est-à-dire une croissance très forte, des investissements d'État très forts. On appelle ça le colbertisme. Je ne sais pas si vous savez, Colbert, c'était le ministre de la Défense de Louis XIV, le ministre du budget de Louis XIV. Et donc, Colbert était un grand planificateur. Et il planifiait les choses et il avait pour souci la souveraineté nationale. Donc, le général de Gaulle, et pendant les 30 glorieuses, en France, 45-75, c'est le colbertisme du XXe siècle. Et ensuite, on est rentré dans une phase de dépression très forte dans les années 80, d'accord ? Et en fait, on continue à être dans cette phase de dépression économique très forte. La crise de 2008 étant une crise parmi d'autres, mais il y en a eu avant, il y en a eu d'autres après, etc. Avec toujours cette immense difficulté de revenir à une situation de colbertisme, c'est-à-dire la possibilité de planifier sur le long terme une évolution qui se base sur des investissements d'État très importants, une production industrielle très importante, parce qu'en fait, il y a une désindustrialisation très forte. Ce que je vous décris de la France, c'est ce qui existe dans beaucoup de pays européens, à l'exception singulièrement de l'Allemagne, pour des raisons propres, qui sont aussi des viviers importants en Allemagne de croissance économique. Bon, 2008, on a nous, en France, moins vécu la crise de 2008 que les pays d'Europe du Sud, parce qu'on était des pays, on était, contrairement au Portugal, à l'Italie, à la Grèce et à l'Espagne, des pays qui avaient qui étaient en gros plus riches et dont le PIB était moins dépendant de l'Union européenne. Mais et la crise, en fait, existait bien avant que 2008. Donc là, on est 10 ans plus tard, on est 10 ans à l'issue et en France, 2008 ne constitue pas un marqueur de la décroissance de l'économie française. Les marqueurs sont bien plus anticipés et par ailleurs, on n'est pas encore dans une phase où on peut assurer plus que 0,2% de croissance par an, au maximum 0,5%. Donc l'autre chose, monsieur, c'est que ce que vous appelez les mass médias, je trouve ça assez intéressant, c'est un mot anglais, j'imagine. En français, on ne dit pas tellement mass médias, mais les grands médias. Je pense que les grands médias, sincèrement, c'est pas qu'ils ne connaissent pas grand-chose, c'est pas qu'ils ne connaissent pas leur sujet, mais c'est que la structure même des médias fait qu'on n'est jamais en situation de poser en termes intelligents des questions complexes. Donc si vous avez besoin de comprendre la structure, l'évolution économique des pays, il ne faut pas regarder les mass médias, il ne faut pas regarder les réseaux sociaux, il faut suivre un cours d'économie, il faut lire des économistes, ou alors il faut aller lire de la presse experte spécialisée. Dans le cas de la France, sincèrement, moi je trouve que la lecture des Échos, je ne sais pas si vous connaissez le journal Les Échos, mais en France, Les Échos, c'est un journal qui est très complet, qui est très démocratique dans sa façon de parler des problèmes économiques et qui vous donnera beaucoup plus, et qui est très européen, qui vous donnera des informations beaucoup plus qualitatives que les mass médias un peu rapides qui souvent ne font pas du tout l'effort intellectuel nécessaire pour comprendre une réalité. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à tous.